Avez-vous déjà eu l'impression que votre cœur était arraché de votre poitrine par quelqu'un que vous avez mis au monde? Je m'appelle Margot Dubois. J'ai 62 ans, des cheveux gris qui étaient autrefois d'un châtain vibrant et des mains marquées par le temps. Je vis seule dans un petit appartement au cœur du 18e arrondissement de Paris, entouré de souvenirs et du silence qui est devenu mon compagnon le plus constant. Jusqu'à ce qu'une lettre change tout. C'était un jeudi matin lorsque le facteur a livré une enveloppe élégante avec une finition dorée sur les bords. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Jean, mon fils unique. L'émotion m'a envahi alors que j'ouvrais soigneusement l'enveloppe, espérant une invitation à son mariage. Je savais qu'il était fiancé à Camille depuis 2 ans. La date devait être proche. En l'ouvrant, j'ai trouvé une belle invitation ornée de fleurs dorées et un papier soigneusement plié à côté. Jean-Paul Dubois et Camille Laurent vous invitent à célébrer leur mariage. J'ai lu la date et le lieu, cathédrale Notre-Dame, au centre de Paris, suivi d'une réception au château Villette en périphérie de la ville. Mon cœur s'est accéléré. J'allais enfin rencontrer Camille en personne. En 5 ans de relation, mon fils avait toujours trouvé des excuses pour ne pas nous présenter. Il y avait toujours un voyage d'affaires, une urgence, un imprévu. Je ne la connaissais que par des photographies. Mais ensuite, j'ai déplié le papier qui accompagnait l'invitation. Maman, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie cette invitation par respect, pour que tu saches que je franchis cette étape importante. Cependant, je te demande de ne pas venir. Je sais que c'est douloureux, mais je crois que c'est mieux ainsi. Les raisons sont les mêmes que celles qui nous ont tenus éloignés ces dernières années. Jean? J'ai lu et relu ces mots froids, les ressentant comme des coups de couteau. Mon propre fils m'interdisait d'assister à son mariage. Le même petit garçon que j'avais bercé dans mes bras, pour qui j'avais chanté des berceuses, dont j'avais embrassé les genoux écorchés pour les guérir. J'ai regardé la photographie sur l'étagère, Jean à 5 ans, souriant avec ses dents de devant manquantes, tenant ma main au jardin du Luxembourg. Qu'était-il arrivé à ce petit garçon? Quand avions-nous érigé ce mur entre nous? Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je fixais l'invitation. 58 ans de douleur concentrée en ce moment. La vérité, c'est que Jean et moi nous étions éloignés après la mort d'Antoine, mon mari et son père, il y a 15 ans. Avec le temps, les visites étaient devenues rares, puis des appels téléphoniques occasionnels, et enfin, seulement des cartes d'anniversaire et de fête. Mais interdire à sa propre mère d'assister à son mariage? Quel secret existait pour justifier une telle cruauté? C'est alors que j'ai pris ma décision. J'ai laissé l'invitation sur la table, essuyé mes larmes et regardé le miroir du salon. J'ai vu une femme qui avait fait face à la guerre d'Algérie dans son enfance, qui avait perdu ses parents, son mari, ses amis. Une femme qui avait toujours trouvé de la force quand tout semblait perdu. Non, Jean, ai-je murmuré pour moi-même, tu ne peux pas effacer ta mère comme ça. J'irai à ton mariage. Et j'apporterai avec moi le secret que tu as essayé d'enterrer toutes ces années. J'ai ouvert le tiroir du bureau et pris la petite boîte en bois qui gardait mon plus grand trésor, le secret qui pourrait tout changer. Il était temps de déterrer le passé. Alors que l'après-midi tombait sur Paris, j'ai commencé à planifier. Ce ne serait pas facile d'entrer dans ce mariage élégant sans être remarqué, mais j'avais 2 mois pour me préparer. Et toute une vie de détermination m'accompagnait. Ce que j'en imaginais pas, c'est que sa vieille mère avait plus de force et de courage qu'il ne pouvait le supposer. Et plus important encore, je savais pourquoi il me tenait vraiment éloigné de Camille. Le secret que j'avais gardé pendant des décennies était sur le point d'être révélé. La nuit est tombée sur Paris tandis que j'observais les lumières de la ville par la fenêtre. Les premières étoiles sont apparues dans le ciel, témoin silencieux de ma résolution. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un feu en moi. La douleur du rejet se transformait en quelque chose de plus puissant, la détermination. L'invitation dorée brillait sous la lumière de la lampe. Oui, je serais là. Et rien ne serait plus comme avant. Pouvez-vous imaginer quel secret terrible a pu tenir une mère et son fils séparés pendant tant d'années?
Pourquoi mon Jean ne voulait-il pas que je rencontre sa fiancée? Et qu'arrivera-t-il lorsque moi, une mère déterminée de 62 ans, je déciderai d'affronter le rejet de mon propre fils le jour le plus important de sa vie? Continuez à regarder pour découvrir les secrets que j'ai gardés pendant des décennies et comment un geste de courage peut changer le destin de toute une famille. Le calendrier sur le mur indiquait qu'il restait exactement 56 jours avant le mariage. Chaque matin, en me réveillant, je rayais un jour de plus avec mon crayon rouge. Le compte à rebours d'une mère déterminée. Mon petit appartement de la rue des Abbesses était devenu le centre d'opération pour mon plan. Sur la table du salon, j'avais étalé de vieilles photographies, des lettres jaunies et la carte de la ville avec le trajet jusqu'à Notre-Dame marqué en rouge. Je devais être préparé. Ce matin-là, j'ai décidé que la première étape serait de trouver une robe appropriée. Je ne pouvais pas attirer l'attention, mais je ne voulais pas non plus passer inaperçu quand le moment serait venu. J'ai ouvert mon armoire et constaté l'évidence, rien ne conviendrait pour l'occasion. Avec ma modeste pension d'enseignante retraitée, je devais être créative. Je suis allée au marché aux puces de Clignancourt, le plus grand marché aux puces de Paris, où Antoine avait l'habitude de m'emmener le dimanche. J'ai fouillé les portants de vêtements vintage jusqu'à trouver une robe bleu marine discrète, avec une petite broche argentée. Élégante sans être voyante. C'est pour une occasion spéciale? A demandé la vendeuse en emballant la robe. Le mariage de mon fils, ai-je répondu avec un sourire qui ne révélait pas la complexité de la situation. Ah, comme c'est émouvant. La mère du marié, quel honneur. J'ai avalé difficilement, sentant le poids de ces mots. Oui, j'étais la mère du marié. Une mère interdite d'y assister. La journée était particulièrement belle, un de ces rares moments parisiens où le ciel s'ouvre dans un bleu cristallin. J'ai décidé de marcher un peu au lieu de prendre immédiatement le métro. Parfois, Paris semble connaître nos cœurs, offrant exactement le décor dont nous avons besoin pour notre mélancolie. J'ai traversé le boulevard de Rochechouart, observant les Parisiens dans leurs tâches quotidiennes. De jeunes mères poussant des poussettes, des couples se tenant la main, des personnes âgées discutant sur des bancs de parc. La vie suivant son cours naturel, quelque chose qui semblait si éloigné de ma propre réalité déformée. La tour Eiffel se dressait au loin, aussi imposante que toujours. Antoine et moi avions l'habitude d'y emmener Jean chaque année pour son anniversaire. C'était une tradition familiale, nous achetions des macarons chez Ladurée, montions jusqu'au 2e étage, jamais au sommet, Antoine avait le vertige, et faisions un vœu pour l'année suivante. J'en fermais toujours les yeux avec force en souhaitant, comme si l'intensité de sa concentration pouvait transformer les rêves en réalité. Quel avait été son dernier vœu là-bas? Probablement à 15 ans, avant que la distance entre nous ne commence à grandir. Avant que le silence ne s'installe dans notre famille comme un 4e membre indésirable. En rentrant chez moi, je me suis arrêté au petit café du coin, le café des Deux Moulins, où j'avais l'habitude d'emmener Jean quand il était enfant. J'ai commandé un café au lait et observé les familles aux tables alentours. Des mères avec leurs jeunes enfants, des grands-parents avec leurs petits-enfants. La vie suivant son cycle naturel, comme il se devait. Une jeune mère à la table voisine essayait de convaincre son fils d'environ 5 ans de manger un croissant. L'enfant faisait la moue, refusant obstinément. J'ai souri involontairement, me rappelant à quel point Jean était tout aussi têtu à cet âge. Vous devez faire un visage drôle sur le croissant, ai-je dit à la mère, sans réfléchir. Ça marchait avec mon fils. La femme m'a regardé surprise, puis a souri et dessiné un visage avec de la confiture sur le croissant. L'enfant a ri et a finalement pris une bouchée. Merci, a-t-elle dit. C'est votre premier petit-fils? Non, ai-je répondu, sentant un nœud dans ma gorge. Je n'ai pas encore de petits-enfants. C'est là, entre 2 gorgées de café, que les souvenirs ont inondé mon esprit. J'en avais 7 ans quand il a découvert la vérité sur sa naissance. Ce n'était pas prévu ainsi, nous n'avions jamais voulu qu'il le sache si tôt. C'était un accident, une conversation imprudente entre Antoine et moi, des mots épars que de petites oreilles avaient captés derrière la porte.
Il n'a pas besoin de savoir qu'il n'est pas mon fils biologique, avait dit Antoine. Pour moi, il est mon fils à tous égards. Le petit Jean, avec ses grands yeux bleus et des larmes coulant sur son visage, est apparu à la porte de la cuisine à cet instant. Le choc sur son visage d'enfant est une image que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire. Nous avons essayé d'expliquer du mieux possible. Que j'avais rencontré Antoine quand j'en avais que 3 mois. Que son père biologique, Pierre, m'avait abandonné en apprenant ma grossesse. Que Antoine l'avait légalement adopté et l'aimait comme un vrai père. Antoine est ton père, Jean, ai-je dit, tenant ses petites mains tremblantes. L'amour construit une famille, pas seulement le sang. Cette nuit-là, il a pleuré jusqu'à s'endormir dans mon lit. Antoine est resté assis au bord du matelas, caressant ses cheveux et chantant doucement la même berceuse qu'il chantait tous les soirs. La vie en rose. C'était la chanson qui jouait à la radio quand nous nous sommes rencontrés, dans un petit café pas très loin d'ici. Pendant quelques années, tout semblait aller bien. Jean et Antoine avaient une relation merveilleuse. Ils pêchaient ensemble, réparaient des choses dans la maison, partageaient leur amour pour la musique classique. Les soirs d'été, nous nous asseyions tous les 3 sur la petite terrasse, mangeant du fromage et du pain frais, écoutant Debussy et riant des histoires de la journée. À l'école, Jean excellait en littérature et en histoire. Il avait hérité de mon amour des livres et nous passions des heures dans les librairies d'occasion du quartier latin, chassant des trésors littéraires. Antoine, ingénieur de formation, était fasciné par la capacité de son beau-fils à mémoriser des poèmes entiers après 1 ou 2 lectures. « Il a ta mémoire, Margot, disait-il avec fierté. Et ta sensibilité. » C'étaient des temps heureux, des temps où le passé semblait être une page tournée, une histoire qui n'avait plus besoin d'être revisitée. Mais quand Jean est entré dans l'adolescence, quelque chose a changé. Il a commencé à poser des questions sur son père biologique. Qui était-il? Où était-il? Pourquoi était-il parti? Pierre Moreau. Un jeune étudiant en médecine que j'avais rencontré quand j'enseignais la littérature au lycée. Un amour intense et bref qui s'est terminé par une grossesse inattendue. Il ne voulait pas d'enfant, pas d'engagement. Il est parti poursuivre ses études à Lyon, laissant derrière lui une jeune professeure de 24 ans effrayée et seule. Il a dit qu'il n'était pas prêt, ai-je expliqué à Jean. Il a dit qu'il avait une carrière devant lui, qu'il ne pouvait pas assumer une famille à ce moment-là. Il me détestait à ce point, a demandé Jean, avec la cruauté involontaire que seuls les adolescents possèdent. Non, mon petit, ai-je répondu, sentant mon cœur se briser. Il ne t'a même pas connu. Ce n'était pas à propos de toi, c'était à propos de lui. De son immaturité, de son égoïsme. Ce que Jean ne savait pas, ce que je n'ai jamais eu le courage de lui dire, c'est que j'avais maintenu le contact avec Pierre au fil des ans. Des lettres occasionnelles, des mises à jour sur Jean, des photographies. Pierre n'a jamais voulu connaître son fils, mais il m'a envoyé de l'argent régulièrement jusqu'à ce que Jean ait 18 ans. Et il y avait plus. Beaucoup plus que je gardais dans la petite boîte en bois sur mon bureau. Les premières lettres de Pierre étaient froides, presque commerciales. J'envoie le montant convenu pour les dépenses du garçon, écrivait-il. Avec le temps, il a commencé à poser des questions sur Jean. S'il était en bonne santé, comment il était à l'école, s'il avait un talent particulier. Il ne répondait jamais aux photographies que j'envoyais, mais continuait à les demander. Dans l'une de ses dernières lettres, il a écrit « Peut-être, quand il sera adulte, et moi plus âgé, pourrons-nous nous rencontrer. Peut-être pourrais-je expliquer. Pas maintenant. Je ne suis pas encore prêt. Prêt. Comme si la paternité était un vêtement qu'on pouvait essayer quand on se sentait préparé. Comme s'il pouvait choisir d'entrer dans la vie d'un fils quand c'était commode. Un soir, quelques mois après la mort d'Antoine, Jean a fait irruption dans ma chambre, les yeux rouges de colère et d'alcool. Il avait 19 ans et venait de rentrer d'une fête. « Pourquoi gardes-tu encore cette boîte ?» a-t-il crié. « Pourquoi conserves-tu encore ces affaires ?» Je n'ai jamais su comment Jean avait découvert l'existence de la boîte, des lettres. Peut-être l'avait-il trouvée par accident,
peut-être avait-il délibérément cherché. Cela n'avait pas d'importance. Ce sont tes origines, Jean, et j'essayais d'expliquer. Un jour, tu pourrais vouloir savoir. Mes origines, a-t-il ri amèrement. Mes origines, c'est toi et Antoine. Cet homme n'est rien pour moi. Rien. Il a claqué la porte en sortant, et le lendemain matin, il est parti pour l'université à Lyon. Ironie du sort, la même ville où Pierre avait construit sa vie. Nous n'avons pas parlé de cette nuit pendant des années. Nous n'avons pas beaucoup parlé, pour être honnête. Des appels téléphoniques courts pour les anniversaires et les fêtes. Une visite rapide à Noël. La distance grandissant comme un mur invisible entre mère et fils. Le café avait refroidi pendant que je me perdais dans ses souvenirs. J'ai payé et je suis sorti, sentant le poids des secrets sur mes épaules. Le ciel de Paris était gris, menaçant de pluie, reflétant parfaitement mon état d'esprit. Sur le chemin du retour, je suis passé par la librairie des Abbesses et j'ai acheté un nouveau carnet. J'ai décidé d'écrire chaque souvenir, chaque secret, chaque moment qui a construit la distance entre mon fils et moi. Peut-être qu'en mettant tout sur papier, je trouverai le courage d'affronter non seulement Jean, mais aussi mes propres erreurs. Les jours suivants ont été consacrés aux préparatifs. J'ai acheté un petit sac élégant assorti à ma robe. J'ai visité mon coiffeur, Monsieur Laurent, qui s'occupait de mes cheveux depuis plus de 30 ans. Quelque chose de spécial, Madame Dubois, a-t-il demandé en coupant les pointes de mes cheveux gris. Le mariage de mon fils, ai-je répondu automatiquement. Ah, le petit Jean. Je me souviens de lui quand il n'était pas plus haut que ça, a-t-il souri, indiquant de la main la hauteur d'un petit garçon. Toujours si poli. Ce sera un événement merveilleux, j'en suis sûr. J'ai acquiescé, sans corriger son hypothèse que je serais une invitée bienvenue et non une intruse. À la maison, j'ai étudié le plan de la cathédrale et de ses environs. Notre-Dame aurait plusieurs entrées. Outre la principale, il y avait des portes latérales et de service. Je devais connaître toutes les possibilités. Si l'on me refusait l'entrée principale, j'essaierais une autre. Je devais également décider du bon moment pour agir. Révéler le secret avant la cérémonie? Pendant? Après? Chaque option comportait ses propres complications. Interrompre un mariage, c'était quelque chose qui n'arrivait que dans les films, n'est-ce pas? Est-ce vraiment ce que je voulais? Le soir, assise près de la fenêtre qui donnait sur la tour Eiffel illuminée au loin, j'ai ouvert le nouveau carnet et commencé à écrire. Les premiers mots sont venus difficilement, puis ont coulé comme une rivière tenue qui trouve enfin son chemin vers la mer. Cher Jean, ai-je écrit, il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites. Tant que j'aurais dû te dire il y a des années. Je commence cette lettre sans savoir si j'aurai un jour le courage de te la remettre. Mais j'ai besoin d'écrire, même si ces mots ne rencontrent jamais tes yeux. J'ai écrit comment j'avais rencontré Pierre, notre brève romance, le bonheur de découvrir ma grossesse et la dévastation quand il est parti. Comment j'avais pleuré nuit après nuit, comment j'avais envisagé d'avorter, comment j'avais finalement décidé que j'aurais ce bébé, avec ou sans père. J'ai écrit sur le moment où j'ai vu Jean pour la première fois, ses petits yeux bleus me regardant avec une sagesse impossible pour un nouveau-né. Comment j'ai promis de le protéger de tout et de tous ceux qui pourraient lui faire du mal. J'ai écrit sur ma rencontre avec Antoine, sur sa gentillesse, sur la façon dont il est tombé amoureux de moi et de Jean instantanément. Comment il n'a jamais fait de distinction, n'a jamais traité Jean comme moins que son propre fils pour ne pas partager le même sang. J'ai écrit sur les lettres de Pierre, sur la façon dont j'ai hésité à les jeter, sur comment une partie de moi espérait encore qu'un jour il changerait d'avis. Pas pour moi, mais pour Jean. Pour que mon fils puisse connaître toutes ses origines, toutes les parties qui l'ont formé. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à ce que les larmes sèchent sur mon visage. Quand j'ai terminé, le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons de l'aube parisienne. J'ai fermé le carnet et l'ai rangé avec la boîte de souvenirs. Je me sentais étrangement légère, comme si j'avais déposé un fardeau que je portais depuis des décennies. Les jours suivants, j'ai continué mes préparatifs.
J'ai acheté un billet aller-retour pour la station de métro la plus proche de la cathédrale. J'ai répété des scénarios possibles dans ma tête. Que dirais-je si on m'interrogeait? Comment réagirais-je si j'étais expulsée? 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Dubois, une voix féminine a demandé. C'est Sophie Lenoir, du lycée Voltaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Sophie avait été ma collègue quand Jean était petit. Une professeure de mathématiques gentille et vivante qui avait souvent gardé Jean après les cours quand j'avais des réunions. Bien sûr que je me souviens, Sophie. Quelle agréable surprise. J'appelle parce que, eh bien, j'ai reçu une invitation au mariage de Jean. J'étais si heureuse. J'ai toujours su qu'il deviendrait quelqu'un de spécial. J'ai pensé que nous pourrions y aller ensemble, peut-être partager un taxi. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Voilà, une opportunité inattendue. Ce serait merveilleux, Sophie. Mais juste pour confirmer, l'invitation mentionnait spécifiquement mon nom? Oh, non, a-t-elle répondu, un peu confuse. Elle était adressée juste à moi. Mais bien sûr, Jean s'attendrait à ce que sa mère soit là, n'est-ce pas? Vous avez toujours été si proches. J'ai avalé difficilement, ne sachant pas comment répondre. Margot? Tout va bien entre vous deux? Oui, ai-je menti rapidement. Juste, quelques complications de planification. J'adorerais y aller avec toi, Sophie. Nous pouvons nous retrouver le jour même. Après avoir réglé les détails, j'ai raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Le destin m'avait offert une entrée. Un moyen de passer les contrôles d'invitation sans causer de scène. C'était un signe, ai-je pensé. Un signe que j'étais sur la bonne voie. Ce soir-là, j'ai recommencé à écrire dans mon carnet. Mais cette fois, ce n'était pas des souvenirs ou des confessions. C'était un plan. Ce que je dirais à Jean quand nous nous rencontrerions. Comment j'expliquerais mes actions. Comment je révélerais enfin la vérité complète, sans plus de secret ni de demi-mot. Mon fils, ai-je écrit comme essai, parfois l'amour signifie protéger, et parfois il signifie révéler des vérités difficiles. Pardonne-moi de ne pas avoir su faire la différence avant. Le grand jour est arrivé. 15 juin, un samedi d'été parfait à Paris. Le ciel était d'un bleu intense, sans aucun nuage, un présage de bon augure pour les mariés, comme l'aurait dit ma grand-mère. Je me suis réveillée avant l'aube, après une nuit agitée de rêves confus où je courais dans les couloirs de Notre-Dame sans parvenir à trouver la cérémonie. J'ai ouvert la fenêtre et respiré l'air frais du matin parisien, laissant la brise caresser mon visage. C'est aujourd'hui, me suis-je murmuré. Je me suis habillée avec soin. La robe bleu marine que j'avais achetée au marché aux puces allait bien à ma silhouette, camouflant les marques que l'âge avait laissées sur mon corps. J'ai attaché mes cheveux gris en un chignon simple et élégant. Je me suis légèrement maquillée, juste assez pour donner de la couleur à mon visage pâle. Dans le miroir, j'ai vu une femme déterminée, non plus la mère rejetée et larmoyante. J'ai ouvert la boîte en bois sur mon bureau et j'en ai retiré le contenu, un dossier avec des documents jaunis par le temps, de vieilles photographies et une lettre encore cachetée. J'ai tout mis dans le petit sac qui allait avec ma robe. Le poids de ces papiers était bien plus important qu'il n'y paraissait. À 10h30, j'ai pris un taxi jusqu'à l'île de la Cité. J'ai demandé au chauffeur de me déposer à quelques pâtés de maison de la cathédrale, je ne voulais pas risquer d'être vue en arrivant. Un mariage? A demandé le chauffeur, souriant dans le rétroviseur. Oui, ai-je répondu, sans élaborer. Ça doit être important, à Notre-Dame. Quelqu'un de célèbre? Juste mon fils, ai-je dit, tournant mon visage vers la fenêtre, observant Paris défiler devant moi en un flou de vieux bâtiments et d'arbres en fleurs. La place Jean-Paul II devant Notre-Dame était pleine de touristes, comme toujours, mais j'ai vite identifié les invités du mariage, des hommes en costumes élégants, des femmes avec des chapeaux extravagants, tous convergeant vers l'entrée latérale de la cathédrale. Mon cœur s'est accéléré tandis que je m'approchais.
J'avais prévu de me mêler aux touristes et d'entrer discrètement par la porte principale, mais j'ai vu 2 hommes à l'entrée qui vérifiaient les invitations. Un obstacle que je n'avais pas prévu. Pendant un moment, j'ai pensé à abandonner. J'étais là, à seulement 100 mètres de mon fils, sur le point de faire quelque chose qu'il m'avait explicitement demandé de ne pas faire. Était-ce l'acte final d'une mère égoïste qui ne respectait pas les limites de son fils? Ou était-ce le geste désespéré de quelqu'un qui ne voulait que la réconciliation? Tandis que j'hésitais, j'ai entendu une voix familière. « Madame Dubois? Margot, c'est vous ?» Je me suis retournée et j'ai vu Sophie Lenoir, une ancienne collègue du lycée où j'enseignais. Je ne l'avais pas vue depuis au moins 10 ans. « Sophie !» Quelle surprise, ai-je réussi à dire, essayant de cacher ma nervosité. Je suis ici pour le mariage de Jean. Je ne savais pas que nous nous rencontrerions. C'est un avocat brillant maintenant, n'est-ce pas? Je suis si fière, j'ai toujours su que ce garçon irait loin. Mon cœur s'est serré. Sophie ne connaissait pas la situation, elle ne savait pas que j'étais là comme une intruse. En fait, Sophie, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. Allons-y, nous sommes presque en retard. Camille est magnifique, n'est-ce pas? Je l'ai rencontrée lors d'un dîner de bienfaisance l'année dernière. Jean a beaucoup de chance. Avant que je puisse expliquer, Sophie a enlacé son bras au mien et nous avons commencé à marcher vers l'entrée. Elle a montré son invitation aux hommes qui contrôlaient l'accès, et ils nous ont simplement fait signe de passer toutes les deux. Le destin m'avait offert une entrée inattendue. L'intérieur de Notre-Dame était à couper le souffle, comme toujours. La lumière filtrée par les vitraux colorés créait une atmosphère presque magique. Les bancs en bois étaient décorés de bouquets de pivoine blanche et bleue, et l'allée centrale était recouverte d'un tapis de soie crème. Sophie nous a conduites vers un banc au milieu de la nef, du côté de la mariée. Je me suis assise, essayant de contrôler ma respiration et le tremblement de mes mains. J'ai regardé autour de moi, cherchant Jean parmi les invités qui s'installaient, mais je ne l'ai pas vu. « C'est une belle cérémonie, n'est-ce pas ?» a murmuré Sophie. Jean a toujours eu bon goût. J'ai simplement acquiescé, incapable de formuler des mots. La réalité de la situation commençait à me frapper de plein fouet. J'étais là, sur le point d'assister au mariage de mon fils qui m'avait interdit de venir. Que espérais-je accomplir? La réconciliation? La vengeance? Je ne savais même plus. Alors, la musique a commencé. L'orgue de la cathédrale a entonné les premières notes de Pachelbel, et tout le monde s'est tourné vers l'entrée. Jean était là, marchant le long de l'allée latérale pour prendre sa place à l'autel. Mon fils. Mon Jean. Il était si beau dans son costume sombre, si semblable à Antoine que j'ai senti mon cœur manquer un battement. Ses yeux, les mêmes yeux bleus qu'il avait hérités de moi, parcouraient la foule d'invités avec un sourire nerveux. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, suivie de choc, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Son expression s'est durcie, et il a rapidement détourné le regard, murmurant quelque chose à l'homme à côté de lui, probablement son témoin. À ce moment-là, j'ai presque voulu me lever pour partir. Que étais-je en train de faire? Ruiner le jour le plus important de la vie de mon fils par égoïsme? Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. La musique a changé, et tout le monde s'est levé pour accueillir la mariée. Camille est entrée par l'allée centrale, radieuse dans sa robe blanche, tenant le bras d'un homme grand et distingué aux cheveux grisonnants, son père, ai-je présumé. Quand elle est passée devant mon banc, j'ai pu voir clairement son visage pour la première fois. Et c'était comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux. La forme du visage. Le sourire. Mon sac est tombé de mes mains, répandant une partie de son contenu sur le sol. Sophie s'est rapidement baissée pour m'aider à ramasser, mais j'étais paralysée, regardant la mariée qui continuait son chemin vers l'autel. C'était comme regarder un fantôme du passé. Comme regarder un miroir qui ne reflétait pas mon visage actuel, mais ce que j'avais été il y a 40 ans. Parce que Camille, la fiancée de mon fils, était l'image exacte de ma jeunesse.
Et à cet instant, toutes les pièces se sont assemblées. La raison pour laquelle Jean n'avait jamais voulu que je rencontre sa fiancée. Pourquoi il avait maintenu notre relation distante pendant tant d'années? Pourquoi il m'avait interdit de venir au mariage? Camille n'était pas seulement une étrangère que mon fils aimait. Elle était la fille de Pierre Moreau, le père biologique de Jean, l'homme qui m'avait abandonnée enceinte. La demi-sœur de mon fils. Sophie m'a rendu les papiers qu'elle avait ramassés par terre, me regardant avec inquiétude. « Margot, vous allez bien? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Un fantôme. Oui, c'était exactement ça. Le fantôme d'un passé que je pensais avoir enterré, mais qui ressurgissait maintenant pour tourmenter non seulement moi, mais aussi mon fils qui, sans le savoir, était sur le point de commettre une terrible erreur. Mes mains tremblantes ont rouvert mon sac et saisi la lettre cachetée que j'avais gardée pendant tant d'années. La lettre que Pierre m'avait envoyée quand Jean avait eu 18 ans, confessant qu'il avait formé une autre famille, qu'il avait une fille nommée Camille. Mon Dieu, ai-je pensé, ils ne savent pas. Aucun des deux ne sait. La cérémonie continuait. Le prêtre a commencé à parler de l'amour, de l'union de deux âmes destinées à être ensemble. Des mots qui sonnaient maintenant comme une terrible ironie alors que je tenais dans mes mains la preuve que ce mariage ne pouvait pas avoir lieu. Je devais l'empêcher. Mais comment? Me lever là, au milieu de la cérémonie, et crier la vérité pour que tous l'entendent? Détruire publiquement non seulement le mariage, mais toute la vie que Jean avait construite loin de moi? Quand le prêtre a prononcé les mots fatidiques, « Si quelqu'un connaît un empêchement à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais », j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Non, pas tous. Seulement une paire d'yeux. Les yeux bleus de mon fils, fixés sur moi avec un mélange de colère et de supplication. Le silence dans la cathédrale semblait s'étendre pour une éternité tandis que tous attendaient que le prêtre poursuive la cérémonie. Jean me fixait toujours, ses yeux m'implorant maintenant de ne rien faire, de respecter son souhait de me tenir à l'écart de ce moment. Mais il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'agissait pas de notre relation tendue, ni de ma peine d'avoir été exclu. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Je me suis levé lentement, sentant le poids des années et des décisions sur mes épaules. Sophie a essayé de me tirer pour me faire rasseoir, murmurant quelque chose que je n'ai pas pu comprendre. J'ai fait un pas vers l'allée centrale. Je connais un empêchement, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'espérais, résonnant contre les murs centenaires de Notre-Dame. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu Jean fermer les yeux, comme si c'était un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Camille regardait, confuse, de mon fils à moi, sans comprendre ce qui se passait. Cette femme n'a pas été invitée, a rapidement dit l'un des organisateurs, s'approchant de moi. Je vais l'accompagner dehors. Non. La voix de Jean a résonné plus fort que nécessaire. Laissez-la parler. Il est descendu des marches de l'hôtel et a marché dans ma direction, s'arrêtant à quelques mètres de distance. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient remplis d'un mélange d'émotions que je n'ai pas pu complètement déchiffrer. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» a-t-il demandé, la voix basse et tendue. J'ai respiré profondément et sorti de mon sac le dossier avec les documents que j'avais apportés. « Jean, je sais pourquoi tu ne voulais pas que je vienne. Je sais pourquoi tu n'as jamais voulu que je rencontre Camille, ai-je dit, gardant ma voix aussi calme que possible. Tu l'as découvert, n'est-ce pas? Tu as découvert qui est son père. » L'expression sur le visage de mon fils a subtilement changé. J'ai vu la reconnaissance, puis le choc. « Comment tu... » « Ce n'est pas possible, » a-t-il murmuré. « Pierre Moreau, ai-je dit, prononçant le nom que je n'avais pas dit à voix haute depuis des années. Le médecin renommé qui a abandonné une jeune professeure enceinte il y a presque 4 décennies. Ton père biologique, Jean. Et aussi le père de Camille. Les chuchotements ont augmenté autour de nous. J'ai vu Camille porter ses mains à sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. L'homme plus âgé à côté d'elle que je savais maintenant être Pierre a fait un pas en avant, son visage pâle comme du papier. Margot. Sa voix était presque un murmure. Mon Dieu,
c'est toi. 40 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais vu ce visage. Le beau et ambitieux jeune étudiant s'était transformé en un homme d'âge moyen distingué, avec des rides autour des yeux et des cheveux gris aux tempes. Mais je l'aurais reconnu n'importe où. « Bonjour, Pierre », ai-je répondu, tenant le dossier de documents plus fermement. Je n'imaginais pas que nous nous rencontrerions ainsi. Jean regardait de moi à Pierre, la compréhension le frappant enfin de plein fouet. « Vous vous connaissez ?» a demandé Camille, descendant de l'hôtel pour nous rejoindre dans l'allée. « Papa, de quoi parle-t-elle » Camille, a commencé Pierre, mais sa voix s'est brisée. « Votre père ne vous a jamais parlé de sa vie avant de rencontrer votre mère » ai-je demandé doucement, regardant dans les yeux de la jeune femme qui aurait pu être ma belle-fille dans une autre vie. « Il n'a jamais mentionné le fils qu'il a abandonné à Paris » Les yeux de Camille se sont remplis de larmes tandis qu'elle regardait son père, cherchant une négation, une explication qui aurait du sens. Mais son silence fut une réponse suffisante. « Jean est mon frère » a-t-elle murmuré, les mots sortant entrecoupés. « Mon demi-frère » Le prêtre, comprenant la gravité de la situation, a poliment demandé aux invités de se retirer pour que nous puissions résoudre l'affaire en privé. En quelques minutes, la cathédrale était presque vide, ne restant que nous quatre, Sophie, qui avait refusé de me laisser seule, le prêtre et quelques proches de Camille. Nous nous sommes assis sur les premiers bancs de l'église, un lourd silence entre nous. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté et remis à Jean la lettre que Pierre m'avait envoyée des années auparavant. « J'ai reçu ceci quand tu as eu 18 ans, ai-je expliqué. Pierre m'a écrit pour me dire qu'il s'était marié, qu'il avait une fille nommée Camille, et qu'il construisait une vie à Lyon. Il m'a demandé de ne jamais te parler de lui, de respecter la famille qu'il avait formée. » Jean a lu la lettre rapidement, son visage se durcissant à chaque ligne. « Pourquoi as-tu gardé ça » a-t-il demandé, la voix tremblante d'émotion contenue. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit » J'aurais dû te le dire, ai-je admis, sentant le poids de décennies de silence. Mais Antoine venait de mourir, tu étais à l'université, commençant ta vie. J'avais peur de rouvrir des blessures, de causer plus de douleur. Alors j'ai gardé la lettre, pensant que nous n'entendrions plus jamais parler de Pierre Moreau. Camille sanglotait silencieusement, consolée par sa mère qui était restée. Pierre était assis seul, semblant plus petit et plus vieux que quelques minutes auparavant. « Quand l'as-tu découvert » ai-je demandé à Jean, posant une main tremblante sur la sienne. Il n'a pas retiré sa main, ce que j'ai considéré comme un petit miracle. « Il y a 2 ans, a-t-il répondu. Lors du dîner où j'ai rencontré les parents de Camille. J'ai reconnu Pierre d'une vieille photographie que j'avais trouvée parmi les affaires d'Antoine après sa mort. Je lui ai demandé si nous nous connaissions, et il a nié. Mais plus tard, en privé, il m'a tout raconté. Et tu as décidé de continuer avec le mariage quand même ? Ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. Jean a baissé les yeux, une expression de culpabilité et de honte traversant son visage. J'aimais déjà Camille. J'ai pensé que nous pourrions garder le secret. Que personne n'avait besoin de savoir. C'est pour ça que tu m'as tenu à l'écart d'elle ? C'est pour ça que tu m'as interdit de venir au mariage ? Il a lentement acquiescé. Camille ne savait pas. Pierre m'a supplié de ne pas lui dire. Il a dit que sa femme n'avait jamais su à propos de toi, de moi. Il craignait de perdre sa famille si la vérité éclatait. J'ai regardé Pierre, ressentant un mélange de pitié et de colère. Alors tu as continué à faire ce que tu as toujours fait de mieux, Pierre. Fuir la vérité, cacher le passé, construire ta vie sur des mensonges. Pierre a finalement levé les yeux pour me regarder. J'étais jeune et effrayé, Margot. Je n'étais pas prêt à être père. J'ai commis une terrible erreur en t'abandonnant, je le sais. Mais j'ai construit une vie, une carrière. J'ai une famille. Une famille construite sur des mensonges, ai-je répondu, sans hostilité, simplement en constatant un fait. Et maintenant ces mensonges ont presque conduit tes enfants à commettre une erreur irréparable.
Tu ne comprends pas, a dit Pierre, une touche de désespoir dans sa voix. Ma femme n'a jamais su à propos de toi, de Jean. Nous avons construit une vie ensemble pendant 30 ans. Ce scandale va tout détruire. Et tu aurais préféré que tes enfants se marient? Qu'ils vivent dans l'ignorance pour protéger tes mensonges? Ai-je demandé, incapable de cacher mon indignation. Un lourd silence est tombé sur nous. Camille avait cessé de pleurer et regardait maintenant son père avec une expression qui mêlait chagrin et déception. Alors c'est vrai? A-t-elle demandé. Jean est mon frère? Et toi, tu le savais et tu allais quand même me laisser l'épouser? Pierre n'a pas pu répondre, il a simplement baissé la tête. Jean s'est levé brusquement. J'ai besoin d'air, a-t-il dit, et il est sorti à grands pas vers une porte latérale de la cathédrale. Après un moment d'hésitation, j'ai suivi mon fils. Je l'ai trouvé dans le petit jardin à côté de Notre-Dame, regardant la Seine qui coulait, calme et indifférente à notre tragédie familiale. Jean, ai-je appelé doucement. Il ne s'est pas retourné, mais ne m'a pas non plus renvoyé. J'ai considéré cela comme une invitation à m'approcher. Je suis désolé, ai-je dit, m'arrêtant à ses côtés. Je suis désolé pour tout. De ne pas avoir été honnête avec toi dès le début, d'avoir gardé des secrets qui n'étaient pas les miens à garder. Jean est resté silencieux pendant un long moment, observant simplement la rivière. J'allais épouser ma propre sœur, a-t-il finalement dit, sa voix presque inaudible. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui. Mais je suis venu, ai-je répondu doucement. Et maintenant nous connaissons tous la vérité. Il n'y a plus de secret entre nous. Finalement, il s'est tourné vers moi, et j'ai vu qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? De Pierre? J'avais le droit de savoir. Tu as raison, ai-je admis. Antoine et moi avons cru que nous te protégions. Il t'aimait comme son propre fils, Jean. Il voulait t'épargner la douleur de savoir que ton père biologique ne voulait pas de toi. Et après la mort d'Antoine, je n'ai pas eu le courage de défaire l'image que tu avais de notre famille. Alors tu as menti, a-t-il dit, non comme une accusation, mais comme une constatation. Oui, ai-je répondu. Par omission, oui, j'ai menti. Et je suis désolé pour cela. Jean a regardé la lettre froissée dans sa main. Toutes ces années. Je pensais connaître mon histoire, mon identité. Et puis je découvre que je suis le fils d'un homme qui n'a même pas eu le courage de me connaître. Un homme qui a continué sa vie comme si je n'existais pas. Pierre est ton père biologique, Jean. Mais Antoine a été ton père dans tous les sens qui comptent vraiment, ai-je dit, touchant doucement son bras. Il t'a aimé dès le premier moment où il t'a vu. Jamais, pas une seconde, il ne t'a considéré moins comme son fils parce que vous ne partagiez pas le même sang. Quelque chose dans le visage de Jean s'est adouci en entendant ces mots. Je sais, a-t-il dit doucement. Je l'ai toujours su. Nous sommes restés silencieux quelques instants, le son lointain de la ville autour de nous. Et maintenant? A demandé Jean. Que se passe-t-il ensuite? Cela dépend de vous, ai-je répondu. De toi, de Camille, de Pierre. La vérité est exposée maintenant. Elle ne peut plus être enterrée ou niée. Mais ce que vous en ferez, c'est votre choix. Jean a lentement acquiescé. J'aime Camille, a-t-il dit, la voix étranglée. Pas de la façon que je pensais. Mais elle fait partie de ma vie depuis 5 ans. Elle est importante pour moi. Elle peut encore être importante. Mais d'une nouvelle manière, ai-je répondu. Vous avez tous les deux beaucoup perdu aujourd'hui. Mais vous avez aussi gagné quelque chose que vous n'aviez pas avant, un frère, une sœur. Jean m'a alors regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis de nombreuses années. Et toi, maman? Où te situes-tu dans cette nouvelle réalité? Mon cœur s'est réchauffé en l'entendant m'appeler « maman » à nouveau. Où tu veux que je me situe, Jean, ai-je répondu honnêtement. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai gardé des secrets qui auraient dû être révélés il y a longtemps. Mais tout ce que j'ai fait, aussi mal avisé que ce fut, c'était par amour pour toi.
À ma surprise, Jean a fait un pas en avant et m'a enlacé. C'était une étreinte maladroite, presque formelle, mais une étreinte quand même, la première depuis des années. Merci d'être venu aujourd'hui, a-t-il dit contre mes cheveux. Merci d'avoir eu le courage qu'aucun de nous n'a eu. Quand nous sommes revenus à l'intérieur de la cathédrale, nous avons trouvé Camille assise seule sur le premier banc. Pierre était parti avec sa femme, promettant qu'il parlerait plus tard, quand les émotions seraient moins à fleur de peau. Jean s'est assis à côté de Camille, et je me suis tenu à une distance respectueuse, leur donnant l'espace pour traiter tout ce qui s'était passé. Alors nous sommes frères et sœurs, ai-je entendu Camille dire, sa voix encore tremblante, mais avec une touche d'émerveillement. Oui, a répondu Jean, prenant sa main avec hésitation. Apparemment oui. Un petit sourire est apparu sur le visage de Camille, malgré les larmes. J'ai toujours voulu un grand frère, a-t-elle dit, avec un faible rire qui s'est vite transformé en sanglots. Jean l'a prise dans ses bras, et j'ai vu dans ce geste le début de quelque chose de nouveau, pas l'amour qu'ils pensaient avoir l'un pour l'autre, mais quelque chose d'également puissant. Le lien du sang qu'aucun mensonge ne pouvait effacer. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour. Les blessures sont encore fraîches, mais commencent à cicatriser. Jean et moi nous rencontrons toutes les semaines pour un café, essayant de reconstruire notre relation morceau par morceau, histoire par histoire. Il me raconte son travail d'avocat, ses rêves, les petites choses du quotidien que nous avons perdues au cours des années d'éloignement. Camille fait également partie de nos vies maintenant. Au début, nos rencontres étaient étranges, douloureuses même. Mais peu à peu, nous apprenons à être une famille différente, improbable, construite sur les ruines de secrets et de mensonges, mais une famille quand même. Pierre et sa femme traversent une période difficile, comme on pouvait s'y attendre. Des décennies de secrets ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais il essaie de réparer ce qui peut être réparé, d'être présent dans la vie des enfants qu'il a failli perdre à cause de ses choix. Quant à moi, j'ai appris une leçon que j'aimerais partager avec vous tous. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours le chemin. Les secrets sont des fardeaux trop lourds à porter toute une vie. Ils rongent non seulement nos relations, mais aussi nos âmes. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais tout dit à Jean dès le début. Je lui aurais permis de grandir en connaissant son histoire complète, avec toutes ses complications et imperfections. Car nous sommes faits non seulement du sang qui coule dans nos veines, mais aussi des vérités que nous choisissons d'affronter et des mensonges que nous décidons de démanteler. Hier après-midi, j'ai reçu Jean et Camille dans mon petit appartement. J'avais préparé un goûter avec des madeleines, les préférées de Jean quand il était enfant. Camille a apporté des albums photos de son enfance, et Jean a apporté les nôtres, jaunis par le temps. Assis autour de la table de la cuisine, entre rire et quelques larmes, nous avons commencé à tisser une nouvelle histoire, pas l'histoire qui aurait pu être, mais l'histoire qui peut encore être. Une histoire de pardon, d'acceptation, d'amour qui transcende les erreurs du passé. Car en fin de compte, ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais notre courage pour les corriger. Ce ne sont pas nos chutes qui importent, mais notre volonté de nous relever et de continuer à marcher. Et ce ne sont pas les secrets que nous gardons qui construisent nos vies, mais les vérités que nous avons le courage d'affronter. J'ai 62 ans. Plus de la moitié de ma vie est passée. Mais assise là, avec mon fils et sa sœur, mes enfants, d'une certaine façon j'ai senti qu'une nouvelle vie ne faisait que commencer. Une vie sans le poids des secrets, sans le fardeau des mensonges. Une vie construite sur la vérité, aussi imparfaite et compliquée soit-elle. Et cela, mes chers, est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir à nous-mêmes et à ceux que nous aimons, le courage d'affronter la vérité, même quand elle nous effraie, la force de démanteler les mensonges, même quand ils semblent nous protéger, et la sagesse de comprendre que le véritable amour ne peut exister que lorsqu'il est construit sur la base solide de l'honnêteté. Je m'appelle Margot Dubois, et ceci est mon histoire. Une histoire d'erreur et de rédemption, de secrets et de vérité, de perte, finalement, de retrouvailles. L'histoire de comment j'ai failli perdre mon fils 2 fois, une fois à cause des mensonges d'un homme,
une autre à cause des miens et comment, finalement, j'ai trouvé le courage de me battre pour lui, même quand cela signifiait affronter mes plus grandes peurs. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ce voyage, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Aujourd'hui, quand je regarde la photographie la plus récente sur mon étagère Jean, Camille et moi, des sourires hésitants mais sincères, je sais que j'ai fait le bon choix ce jour-là à Notre-Dame. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir est d'avoir le courage de démanteler les mensonges que nous avons construits pour protéger ceux que nous aimons. La vérité peut faire mal. Elle peut même détruire ce que nous pensions avoir. Mais descendre de cette destruction, quelque chose de nouveau et de plus fort peut naître. Quelque chose de réel. Quelque chose de durable. Quelque chose de vrai. Et à la fin, c'est tout ce qui compte. Quand mon fils m'a interdit d'assister à son mariage, j'ai cru que mon cœur ne s'en remettrait jamais. À 62 ans, je pensais avoir vécu toutes les douleurs qu'une mère pouvait endurer, mais je me trompais. Combien d'entre nous portent en silence des fardeaux lourds sur le cœur? Combien de secrets gardons-nous, croyant protéger ceux que nous aimons, pour finalement découvrir que les vérités non dites érigent des murs invisibles entre nous? Si mon histoire a touché votre cœur, si vous aussi avez un fils éloigné, une relation brisée ou des secrets que vous craignez de révéler, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Vos mots peuvent être le réconfort dont un autre cœur a besoin en ce moment. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ce sont ces abonnements qui me permettent de continuer à partager des histoires comme la mienne, des récits de personnes qui, comme nous, trébuchent, tombent, mais trouvent la force de se relever. Chaque abonnement est comme une main tendue à une dame aux cheveux gris qui croit encore au pouvoir des histoires. Souvenez-vous, il n'est jamais, jamais trop tard pour dire « je t'aime », pour demander pardon, pour tenter à nouveau. Même à 62 ans, j'ai découvert que la vie réserve encore des surprises, des recommencements et des secondes chances. À bientôt pour une prochaine histoire avec affection, Margot.